El pueblo unido jamás será vencido. 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 Bonjour camarades. Bon, je pense qu'on est tous au courant de la barbarie en ce moment au Moyen-Orient avec les centaines de milliers de morts à Gaza, avec la guerre au Liban, avec l'escalation de la guerre, avec l'Iran, des tensions. C'est vraiment un chaos barbarique avec un coût humain absolument incroyable. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce chaos au Moyen-Orient, ce n'est pas juste les derniers 12 mois. Ça fait déjà une vingtaine d'années que le Moyen-Orient, c'est la région mondiale la plus instable. Et en fait, on pourrait dire que le système étatique régional s'est effondré dans la région. On a vu la guerre en Irak, avec les guerres en Irak depuis les années 90, 2 millions de morts. Puis il y avait la guerre au Liban déjà dans les années 2000, la guerre en Syrie, en Yémen, avec plus de 600 000 morts en Syrie et plus de 12 millions de réfugiés, 400 000 morts au Yémen. En plus, on pourrait dire qu'avec toutes les interventions des États-Unis depuis 2001, si on inclut l'Afghanistan, la Libye, ça coûtait 4,5 millions de vies humaines. Donc c'est vraiment absolument incroyable. Et tout ça, c'est le produit du capitalisme dans sa crise mortelle. C'est le produit de l'impérialisme, donc du stade suprême du capitalisme, du stade de la pourriture de ce système. Et je pense que dans cette région, on voit très très clairement ce que nous disons, que le choix pour l'humanité aujourd'hui, c'est socialisme ou barbarie. Et comme Ephraim l'a déjà dit, l'objectif ici, ce n'est pas de parler en détail des derniers 12 mois, ni seulement de la question d'Israël-Palestine, mais vraiment d'avoir une vue d'ensemble plus large. En tant que matérialiste dialectique, nous savons qu'on peut uniquement comprendre le présent si on le voit comme le produit d'un développement plus large, donc une vision historique plus large. Et nous savons aussi qu'on peut uniquement comprendre une partie si on le voit dans un contexte plus large. Donc c'est ce que je vais essayer de faire, de donner une approche de longue durée plus globale de toute la région du Moyen-Orient, des interventions de l'impérialisme au cours du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Si on parle de l'impérialisme, il faut commencer avec Lénine. Lénine qui a expliqué que l'impérialisme, c'est le stade suprême du capitalisme, que le capitalisme est entré dans ce stade de pourriture au tournant du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Et c'est le produit du développement même du capitalisme, capitalisme qui signifie accumulation du capital, qui signifie concentration et centralisation du capital, ça signifie monopolisation et ça signifie qu'à un moment donné, le cadre national est devenu trop étroit pour les monopoles et il fallait éteindre, ça poussait le capital à l'expansion se basant sur les États-nations. Et si le capital veut avoir de l'expansion au-delà des frontières, c'est clair qu'il va entrer en concurrence avec des autres puissances impérialistes, donc il y a une tension entre les différentes puissances. Et toutes ces différentes puissances impérialistes, ils luttent pour le partage du monde. Chacun des impérialistes veut s'assurer les matières premières, les débouchés, les routes commerciales et tout simplement aussi la main-d'œuvre bon marché à exploiter pour extraire des surprofits dans ces régions. Et dans cette phase de l'essor de l'impérialisme, ce stade suprême dont Lénine parlait, le Moyen-Orient, il était encore dominé par l'Empire ottoman surtout et l'Empire perse qui existait encore. Et l'Empire ottoman, en fait, c'était un empire pré-capitaliste
qui étaient déjà en déclin dans cette phase, qui ne pouvaient pas suivre le rythme historique dans la concurrence avec le capitalisme et l'impérialisme. Et de l'autre côté, il y avait l'impérialisme de la Grande-Bretagne qui était la puissance impérialiste la plus importante à l'époque et qui a déjà lutté pour avoir beaucoup d'influence dans la région dans le 19e siècle. Il s'agissait surtout de chercher à assurer l'influence en général, mais surtout pour les voies maritimes vers l'Inde, autour de la péninsule arabe. Et déjà en 1832, ils ont occupé le sud du Yémen justement pour sécuriser les voies maritimes. Puis en 1882, ils ont réussi à coloniser l'Égypte et donc de dominer le canal de Suez. C'était un coup dur contre l'impérialisme français que les Britanniques ont réussi à établir leur influence. Et ils ont également réussi à sécuriser l'autre côté de la péninsule avec ce qu'aujourd'hui sont les monarchies réactionnaires du Golfe. Ils sont déjà à l'époque, ils ont acheté les chefs de clan qui vivaient dans la région. Et surtout, après, vous le savez, c'est le pétrole qui était la ressource la plus importante. Donc, il s'agissait de dominer la région pour avoir accès à cette ressource. Et ça commençait en Iran en 1909 avec l'établissement de l'Anglo-Persian Oil Company, donc ce que après va devenir British Petroleum. Et ça a ouvert tout un nouveau chapitre de l'impérialisme dans la région. Et dans cette lutte pour le partage de la région, la Première Guerre mondiale, c'était vraiment une phase clé, un point tournant. La Première Guerre mondiale, c'était en fait le coup mortel pour l'Empire ottoman qui était en déclin. Et avec l'effondrement de l'Empire ottoman, il y avait surtout l'impérialisme britannique et français qui voulaient se partager la région entre eux et pour dominer la région. Et le moyen pour ce faire, c'est le moyen classique de l'impérialisme, c'est diviser pour mieux régner. Donc il s'agissait de artificiellement diviser les territoires, de diviser les clans, les peuples et les différents groupes, les antagoniser, les dresser les uns contre les autres afin de pouvoir dominer toute la région. Et il y a plein d'exemples, mais un exemple, c'est que dans cette phase, pendant la Première Guerre mondiale, il y avait la dynastie des Hachémites qui a occupé ou qui dominait au sein de l'Empire ottoman depuis des siècles une partie de ce qu'aujourd'hui c'est l'Arabie saoudite et qui voulait, après l'effondrement, créer un nouveau royaume arabe dans toute la région. Et la Grande-Bretagne, elle a soutenu une insurrection de cette dynastie hachémite contre les Turcs et ils ont promis l'indépendance aux Arabes pour établir leur royaume. Mais évidemment, les impérialistes n'avaient jamais l'intention de donner de l'indépendance aux Arabes. En secret, les fameux diplomates que vous avez peut-être déjà entendu parler, les diplomates britanniques et français, Sykes et Picot, se sont réunis en secret pour diviser la région, le nord de l'Empire ottoman pour les Français, le reste, le sud, pour les Britanniques. Et si vous pensez que ça c'est déjà hyper cynique, évidemment, c'est pas tout, parce que la dynastie des Hachémites, ils n'étaient pas d'accord avec ça, donc ils ont essayé de monter leur propre truc dans la région. Et ensuite, les Britanniques, ils ont soutenu la force la plus réactionnaire de la région, donc la maison de la dynastie de Saoud, qui se sont déjà passés à l'époque sur un fondamentalisme islamique hyper réactionnaire.
les ont soutenus pour conquérir l'Arabie et massacrer les populations qui vivaient là, massacrer tous ceux qui n'avaient pas la même croyance que cette petite secte religieuse. Et ça, en fait, c'est la base du régime de l'Arabie Saoudite qu'on a encore aujourd'hui. Et si je vous donne cet exemple, alors qu'il y a plein de différents exemples où on voit comment les impérialistes divisent la région, c'est exactement pour ça, pour voir qu'il y a une continuité historique, que ce régime hyper réactionnaire de l'Arabie Saoudite, ça a été instauré par les Britanniques à l'époque, et ils ont continué à financer et à promouvoir idéologiquement l'islamisme fondamentaliste le plus réactionnaire depuis ce moment. Et avec ce partage impérialiste de la région, ils ont posé les jalons pour des futures guerres, pour l'instabilité. Ils ont créé des problèmes qui persistent jusqu'à aujourd'hui, qui ne sont pas résolus, et que je dirais qu'il faut comprendre qu'ils sont insolubles sous le capitalisme, justement parce que tant que les impérialistes peuvent soutenir les différentes élites locales réactionnaires et les dresser les uns contre les autres, il ne va jamais avoir de la paix dans la région. Et probablement, le problème pas résolu jusqu'à aujourd'hui, le plus avec les conséquences les plus graves que les impérialistes ont créées par leur politique de diviser pour mieux régner, c'est évidemment la question de la Palestine. Sur le territoire de la Palestine, les Arabes vivaient déjà depuis des siècles, et de l'autre côté, à la fin du 19e siècle, l'oppression des Juifs en Europe s'est fortement intensifiée. On voit un nouvel essor de l'antisémitisme, on voit les pogroms en Russie contre les Juifs. Et pour les Juifs, pour lutter contre leur propre oppression, en fait, il y avait deux réponses fondamentales qui étaient des réponses de différentes classes. Il y avait la réponse prolétaire, c'était ce que, par exemple, les bolcheviks ont défendu de la manière la plus conséquente, c'est que les Juifs peuvent uniquement se libérer de leur propre oppression s'ils luttent avec le reste du prolétariat en Europe contre les classes dominantes en Europe. Donc ça, c'est le programme socialiste prolétaire. Après, il y avait une réponse bourgeoise à la question de l'oppression des Juifs. Et c'était une de ces réponses, c'était l'utopie réactionnaire de créer une nation, un État-nation juif sur le territoire de la Palestine, donc ce qu'on appelle le sionisme. Et donc, sur cette base, une minorité de Juifs a commencé à émigrer au tournant du XXe siècle à la Palestine. Et les impérialistes britanniques, ils savaient très très bien qu'ils pouvaient exploiter cette situation. Ils savaient qu'ils pouvaient antagoniser les Arabes et les Juifs pour mieux pouvoir contrôler la région depuis l'extérieur. Encore une fois, les Britanniques, ils avaient promis aux Arabes leur indépendance, mais là aussi, en même temps, pendant la Première Guerre mondiale, ils ont signé la déclaration de Balfour qui avait promis un État-nation juif, un État israélien aux Juifs. Donc on voit le même jeu. Et ils ont encouragé l'émigration juive à la Palestine. Ils ont laissé les Juifs créer des structures quasi étatiques, même s'ils n'avaient pas l'intention de donner aux Juifs leur propre État. Mais comme souvent, les impérialistes ont invoqué des forces dont ils ont perdu le contrôle ensuite. Et je pense que c'est important de comprendre que c'est vraiment ça le schéma de base de l'impérialisme qu'on va voir tout au long du XXe siècle. Et c'est un peu comme le disait Goethe, les esprits que j'ai réveillés ne veulent plus m'écouter. Donc, les Britanniques, l'impérialisme britannique n'avait pas d'intérêt en un État sioniste,
il voulait un État arabe, mais avec des marionnettes qu'eux, ils pouvaient contrôler, donc les dresser les uns contre les autres. Sauf qu'avec la Deuxième Guerre mondiale et avec l'Holocauste contre les Juifs par les nazis, ça a complètement changé le rapport de force dans son ensemble. La Deuxième Guerre mondiale a complètement changé le rapport de force à niveau mondial et les Britanniques, les impérialistes britanniques ont complètement perdu le contrôle de la situation. Les sionistes ont poussé pour la création d'un État et finalement c'était en 1947 que l'ONU, sous l'influence des États-Unis, a déclaré le partage du territoire et la création de deux États, un État arabe pour les Palestiniens et un État d'Israël. Et les sionistes, ils savaient toujours que le contrôle de ce territoire n'était uniquement possible en conflit direct avec les Arabes. Ça, c'était clair et ils ont passé à l'offensive pour exproprier, expulser 750 000 Palestiniens dans la fameuse catastrophe, dans la Nakba. Et un nouvel État d'Israël était uniquement possible sur la base de l'oppression systématique et l'expulsion systématique de la Palestine. Et c'est exactement pour cette raison que ça, le sionisme, c'est une utopie réactionnaire parce que c'est une forteresse qui va toujours être sous feu et va jamais être un havre de paix pour les Juifs parce que les Palestiniens, évidemment, ils n'ont pas juste disparu, ils sont toujours là et ils résistent à l'oppression, à leur oppression par les sionistes. Et il y a des millions de Palestiniens dans toute la région du Moyen-Orient et la question de la Palestine, c'est vraiment une question de cœur et de lutte pour les masses arabes contre ce qui est passé, qui est totalement abominable. Et c'est resté la source de toute une série de guerres dans les dernières 75 années. Et ça va rester une source de conflits et de guerres tant qu'il y a l'État d'Israël. Il faut comprendre que c'est vraiment ça la vérité très simple. Tant qu'il y a cet État sioniste, il ne peut pas avoir de la paix dans la région. Ça va rester une source permanente pour déstabiliser toute la région jusqu'au moment où l'impérialisme dans la région va chuter et la classe ouvrière va prendre le pouvoir. Et comme j'ai dit, la création de l'État d'Israël, c'était l'expression d'un changement fondamental dans les rapports de force. Donc, j'ai mentionné que la Grande-Bretagne a perdu le contrôle et que les États-Unis ont pris le lead dans cette question. Et ça, c'est l'expression d'un changement de rapport à un niveau plus global, plus fondamental. Après la Deuxième Guerre mondiale, on voit le déclin des impérialismes français et britanniques et c'est les États-Unis qui sortent de la Deuxième Guerre mondiale comme superpuissance de loin la plus importante qui dominait le monde capitaliste. Mais il y avait également une autre superpuissance dans cette situation qui est sortie forte de la Deuxième Guerre mondiale et c'est l'Union soviétique staliniste. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, le monde était divisé en deux blocs et ça a commencé ce que nous appelons la guerre froide. Et je pense que l'important de voir qui va contre l'historiographie bourgeoise, c'est que dans cette situation, l'impérialisme était fortement affaibli. C'est clair qu'on avait la superpuissance des États-Unis, mais l'impérialisme était affaibli et on a vu toute une série de révolutions anti-impérialistes, coloniales, pour la libération coloniale dans toutes les régions en Asie, en Afrique, mais également au Moyen-Orient. Donc on a vu que le déclin de l'impérialisme britannique et français a créé un vide et a donné un essor, a poussé les masses de résister d'en bas
dans leur lutte pour la libération contre le colonialisme. Et dans cette phase, cette lutte contre le colonialisme, nécessairement, c'était une lutte révolutionnaire contre l'impérialisme dans son entière. Donc la situation, c'était que la révolution était présente dans la région entière. Et dans cette situation, l'impérialisme des États-Unis avait deux objectifs fondamentaux. Premièrement, défendre des intérêts économiques, notamment le pétrole, surtout à partir des années 70. Mais plus important à comprendre, c'est qu'il s'agissait de l'endiguement de l'Union soviétique. Donc d'empêcher des révolutions et d'empêcher que les révolutions ou des régimes entrent dans le camp de l'Union soviétique. Et ce processus de la révolution coloniale, il avait un caractère très déformé par l'existence du stalinisme dans cette phase. Donc il y avait des partis communistes partout dans le monde, également dans le Moyen-Orient, mais la ligne était dictée par la bureaucratie de Moscou, qui n'avait pas d'intérêt en une victoire d'une véritable révolution prolétaire. Donc, ils ont dicté la ligne que les communistes partout dans le monde ex-colonial, ils doivent se subordonner aux bourgeois, aux nationalistes bourgeois et les soutenir. Avec l'idée que cette bourgeoisie nationale est progressiste et va lutter contre les impérialistes. Sauf que dans ce monde ex-colonial, il n'y avait pas de bourgeoisie progressiste, il n'y avait qu'une petite minorité, une petite élite qui étaient les marionnettes des impérialistes. Et en fait, c'est ça la tragédie de toute cette situation, que l'impérialisme était affaibli et se basait uniquement sur une petite couche d'élite. De l'autre côté, les mouvements populaires et la classe ouvrière étaient très très fortes, mais n'avaient pas de direction révolutionnaire, justement parce que les stalinistes ont dicté la ligne. Et dans cette constellation des forces de classe, la révolution a souvent trouvé une expression biaisée par l'appareil militaire, où les couches plus en bas, des officiers plus en bas, sentaient la pression des masses et ont pris des mesures contre les impérialistes. C'était le cas en Égypte, le pays le plus important de la région arabe, avec la classe ouvrière la plus grande et importante stratégique avec le canal de Suez, où un jeune officier, Nasser, a fait chuter la monarchie en 1952. Et Nasser, ce n'était pas un communiste, mais la logique de la situation lui a poussé de donner des coups à l'impérialisme et de se rapprocher à l'Union soviétique. Notamment, il a nationalisé le canal de Suez, et comme ça, il est devenu vraiment un héros dans toute la région, pour les masses, un point de référence avec son idéologie du panarabisme. Mais il n'a jamais fait une révolution entière pour abolir le capitalisme, il s'est arrêté à mi-chemin. Et on a vu le même processus en Syrie, où le processus est allé un peu plus loin dans les années 60, jusqu'à ce que nous appelons un bonapartisme prolétaire, donc où la classe impérialiste bourgeoise a été expropriée. Ils ont instauré une économie planifiée, mais sous une dictature bureaucratique, comme pareil au stalinisme en Union soviétique. Et on voit la même dynamique fondamentale de classe en Iran et en Irak, même si le résultat était très différent. À l'époque, c'était deux monarchies qui étaient au service de l'impérialisme britannique et l'impérialisme des États-Unis. Mais les deux pays ont connu un grand essor de la classe ouvrière, qui a fortement grandi avec l'industrie pétrolière. Et il y avait vraiment des vagues de grève très très fortes à partir des années 80,
40, pardon. Et notamment en Irak, il y avait un parti communiste qui était capable de mobiliser de millions de personnes. Il y avait une pression énorme d'en bas de la classe ouvrière. Et en Iran, cette pression a trouvé son expression biaisée dans l'élection de Mossadegh comme Premier ministre en 1951. Et là aussi, comme Nasser, c'était pas un socialiste, mais la logique lui a poussé à donner des coups contre l'impérialisme. Et c'est assez facile de comprendre ça si on regarde l'industrie pétrolière en Iran. Donc, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a extra 8 fois plus de profit de l'industrie pétrolière en Iran que le propre régime de l'Iran. Donc on voit l'exploitation incroyable de ce pays par l'impérialiste. Et il ne faut pas être un socialiste. Si on veut de l'indépendance nationale dans cette situation, ça va uniquement si on va contre cette hyper surexploitation impérialiste. Donc ce qu'il a fait, à nouveau, c'est de nationaliser l'industrie pétrolière et ça a provoqué la résistance, évidemment, des impérialistes. Et ça, c'était le moment où l'impérialisme des États-Unis, avec la CIA, ils ont décidé d'organiser un coup d'État contre ce régime. Ils ont instauré un régime du Shah qui est resté en place en tant que marionnette fidèle pour réprimer brutalement les communistes et tout le mouvement de masse. Et comme ça, l'Iran est devenu vraiment un point de base de l'impérialisme dans la région pour lutter contre toutes sortes de mouvements nationalistes ou même socialistes. Et en Irak, on a vu un processus un peu similaire. C'est le deuxième pilier stratégique de l'impérialisme dans les années 50. Et là aussi, il y avait un jeune officier, un peu comme Nasser, qui en 1958 a fait chuter la monarchie et qui a véritablement provoqué une révolution comme ça, avec une situation de double pouvoir où la classe ouvrière aurait pu prendre le pouvoir, mais a été freinée par le stalinisme avec un résultat tragique parce que quelques années plus tard, ce jeune officier Qasim a été devenu la victime d'un autre coup d'État des impérialistes. Et les impérialistes avaient déjà travaillé pendant des années pour faire chuter ce régime et ils l'ont fait en soutenant un nom que vous connaissez probablement, Saddam Hussein, qui était leur acteur pour faire chuter ce régime qu'ils ne voulaient pas. Et là aussi, après ce coup d'État, répression absolument brutale, la CIA a donné des listes au régime de Saddam pour tuer tous les communistes dans les pays. Mais il faut voir que, comme toujours, la tentative impérialiste de bloquer le progrès historique par la force se va retourner contre eux. Les États-Unis connaissent des victoires éphémères à court terme, mais ils préparent déjà le terrain pour d'autres chocs plus durs. Et on voit ça en Irak et en Iran. Premièrement, Saddam en Irak, il n'avait pas l'intention de devenir juste une marionnette de l'impérialisme des États-Unis. Lui, il s'est tourné vers l'Union soviétique, il a nationalisé l'industrie pétrolière. Et en Iran, les masses iraniennes ont fait chuter, dans la grande révolution de 79, ils ont fait chuter le régime détesté, pro-impérialiste des Shahs dans une véritable révolution. Il faut voir que ce mythe d'une révolution islamique, c'est un mythe. C'était une révolution de la classe ouvrière avec des structures de conseil, d'occupation des usines, du contrôle ouvrier, mais là aussi pas de
pas de direction révolutionnaire, ce qui a signifié que les islamistes de Ayatollah Khomeini ont pu capturer la révolution et ensuite instaurer un régime contre-révolutionnaire qu'on voit en Iran jusqu'à maintenant. Et après cette révolution, Saddam, il pensait que le régime en Iran était affaibli et il a pris l'opportunité pour une invasion de l'Iran. Et les impérialistes des États-Unis, ils ont soutenu Saddam Hussein et l'Irak contre l'Iran parce qu'ils voulaient faire chuter l'Iran aussi, mais en même temps, de manière hyper cynique, ils ont également soutenu le régime de l'Iran contre l'Irak. Et je pense qu'on voit la logique des impérialistes. Ils ont donné des armes aux deux côtés, juste pour faire que la guerre dure plus longtemps, juste pour affaiblir les deux concurrents dans une guerre, pour se maintenir en équilibre de pouvoir, pour mieux pouvoir contrôler la région entière. Et dans tout ça, ils n'ont aucun égard pour les vies humaines dans une guerre horrible pendant 8 ans. Mais là aussi, l'histoire prend sa revanche et une intervention entraîne la prochaine. Saddam, pour financer sa guerre, a dû s'endetter chez les impérialistes américains. Donc il y avait un danger d'une faillite de l'État entier et il a dû se sauver. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envahi le Koweït pour contrôler les ressources pétrolières. Sauf que le Koweït, cette fois, ce n'était pas l'Iran, mais c'était un allié des États-Unis. Donc, ce n'était pas bien pour les États-Unis. Et ils ont commencé à envahir l'Irak pour la première fois en 1991. Et là aussi, c'est hyper cynique parce qu'ils ont lutté contre le même Saddam Hussein qu'avant. Ils ont soutenu pendant la guerre et ils n'avaient rien dit 3 ans avant quand ce même régime a tué des centaines de milliers de personnes dans un génocide contre les Kurdes avec des armes chimiques. Mais maintenant que ça va contre les intérêts des États-Unis, Saddam Hussein, c'est le nouveau Hitler et il faut aller entrer en Irak pour changer le régime. Donc, je pense que nous voyons un peu le schéma. Les impérialistes, ils dressent les uns contre les autres, ils antagonisent à tous, ils soutiennent les forces les plus réactionnaires pour défendre leurs propres intérêts dans la région. Et ça va déstabiliser la région entière. Et ensuite, ils doivent répondre à des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Et les réponses, entre guillemets, les solutions qu'ils donnent ensuite ne sont que éphémères, mais ils minent la stabilité de la région entière, créent de nouvelles, potentiellement des crises plus grandes, plus cruelles. Et ensuite, encore une fois, les impérialistes doivent intervenir pour sauver leurs intérêts. Donc nous voyons la logique de l'impérialisme, c'est vraiment une spirale négative où les impérialistes ont de plus en plus de mal à éteindre les incendies qu'ils ont eux-mêmes allumés. Mais il faut également voir que jusqu'à ce moment, même si c'est hyper cruel pour les êtres humains sur place, du point de vue de l'impérialisme des États-Unis, ça a pas mal fonctionné jusqu'à ce moment. Ils ont réussi dans leurs objectifs stratégiques, notamment à étendre leur influence. Notamment dans les guerres israélo-arabes dans les années 60 et 70, ça a affaibli les régimes pan-arabes et Israël est sorti gagnant.
et surtout le régime panarabe de l'Égypte dans les années 70 a changé de camp et est devenu un des piliers fondamentaux de l'impérialisme des États-Unis jusqu'à ce que Moubarak a été chuté, renversé en 2011 par la révolution arabe. Et même par rapport à l'Iran et l'Irak, même si les impérialistes ont perdu le contrôle direct sur deux piliers, la guerre de Golfe a quand même affaibli les deux puissances, alors que les États-Unis ont réussi à instaurer leurs bases militaires partout dans la région. Donc ils ont réussi à étendre leur influence. Mais cette situation s'est fondamentalement transformée dans son contraire dans les 30 dernières années. En 1991, on a la chute de l'Union soviétique et l'impérialisme américain, il reste la seule superpuissance. Et jamais dans l'histoire, un seul pays a eu plus de pouvoir économique et militaire que les États-Unis. Et il faut voir, même au niveau psychologique, après des décennies de guerre froide, ils avaient enfin la victoire sur le communisme. Et ils ont déclaré le nouvel ordre mondial sous l'influence des États-Unis. Et exactement ça leur est monté à la tête et ils sont devenus complètement arrogants. Ils pensaient qu'ils pouvaient contrôler le monde entier, dicter leur ligne sans résistance. Ils n'ont pas compris qu'en ce moment, le capitalisme dans son ensemble et avec lui l'impérialisme des États-Unis était déjà en déclin. Ils n'ont pas compris ce que Trotsky avait expliqué déjà des décennies avant, que la puissance de l'impérialisme américain avait de la dynamite dans ses propres fondements. Et on voit ça sur cette arrogance sur le plan économique. Premièrement, ils n'avaient plus peur maintenant du communisme et donc ils ont complètement déclencher l'exploitation impérialiste à travers les mécanismes de la globalisation avec les institutions comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Les impérialistes ont demandé des privatisations, de l'austérité, de couper les subventions alimentaires par exemple. Et il y avait un énorme transfert de richesse depuis les années 90 des pays ex-coloniaux à travers les multinationales, à travers les mécanismes du marché mondial. Et ça a créé, pour les masses populaires, ça a créé des conditions absolument intenables. Ce sont ça les conditions qui ont mené en 2011 aux révolutions arabes dans toute la région. Et deuxièmement, sur le plan géopolitique et militaire, ils pensaient qu'ils pouvaient contrôler, dominer le monde entier et qu'il n'y avait plus de place pour aucun régime qui ne faisait pas exactement ce que les impérialistes américains disaient. Et ce qu'ils ont obtenu, le résultat, c'était l'exact contraire. Aujourd'hui, on voit qu'ils ont non seulement complètement déstabilisé le Moyen-Orient entier, mais ils ont presque totalement perdu le contrôle, leur influence dans la région. Et le maillon décisif dans cette chaîne de développement, c'est clairement l'invasion en Irak en 2003 par les États-Unis. Juste pour faire une petite parenthèse, l'invention en 2003, c'était sous la présidence de George W. Bush. Et Bush, c'est vraiment le comble de toute la stupidité et la myopie de l'impérialisme, de l'arrogance. Mais les démocrates au pouvoir, juste avant, ils n'étaient pas mieux non plus. Déjà Clinton, dans les années 90, il était pour un changement des régimes en Irak et en Iran, et ils avaient une politique très dure de sanctions avec la logique absurde qu'il faut
avoir des sanctions comme ça, les gens vont mourir de faim, et comme ça, ils vont se rebeller contre les régimes. Et ces sanctions, il faut le voir, ils ont mené à plus de 1 million de morts en Irak dans cette phase. Et c'est un des plus grands crimes de l'impérialisme des États-Unis. Et quand en 1996, en télé, quelqu'un a demandé à la ministère de l'Extérieur, Madeleine Albright, à l'époque, qu'est-ce qu'elle pense d'une demi-million d'enfants morts en Irak à cause des sanctions. Elle disait juste, nous pensons que ça vaut la peine. Donc vous voyez que ce n'est pas juste les types comme George Bush qui sont les plus arrogants et les plus cons, c'est l'impérialisme des États-Unis dans son ensemble. Et Bush, il représentait un courant qui s'appelait les néocons, qui voulait un changement de régime à travers une intervention militaire. Et c'était déjà clair, bien avant l'élection de Bush, que ça, c'était le plan. Ils avaient juste besoin d'un prétexte. Et le prétexte, il est venu avec les attentats de 9/11 en 2001. Et après, même si l'Irak n'avait rien à voir avec ces attentats, absolument rien à voir, ça a créé les conditions pour la fameuse guerre contre le terrorisme, où ils sont intervenus d'abord en Afghanistan et après en Irak, sous le prétexte que l'Irak, avec Saddam Hussein, il possède les armes de destruction massive. Merci. Et donc, ils ont envahi le pays en 2003. Et c'est clair que l'objectif, c'était d'abord de contrôler les ressources pétrolières, mais aussi de montrer à tous ces États voyous, comme ils les appelaient, ou l'axe du mal, qu'il faut faire ce que l'impérialisme des États-Unis dit, sinon on va vous envahir par la force. Et l'objectif, clairement, c'était l'expansion de l'influence impérialiste en Moyen-Orient. Et là, le résultat, c'est de l'exact contraire. Ils ont complètement détruit l'appareil étatique. Ils ont même dissous l'armée de l'Irak, et ils ont créé un vide de pouvoir énorme. Et ça avait deux conséquences. Premièrement, ça crée le monstre du fondamentalisme islamique. Et c'est ça la première grande ironie tragique, que les impérialistes, ils ont mené cette guerre sous le prétexte que c'est une guerre contre le terrorisme islamiste. Mais il n'y avait pas de Al-Qaïda en ce moment avant l'intervention des États-Unis en Irak. Il n'y avait pas d'État islamique avant. Ça, c'était le résultat de cette invasion. Parce que, justement, ils ont détruit l'appareil étatique. Et il y avait des centaines de milliers d'Iraquis, de l'ancienne élite sunnite, qui a perdu leur boulot, qui a perdu leur pouvoir, qui a été humilié. Et c'était ça la base de l'insurrection sunnite fondamentaliste contre l'occupation des États-Unis pendant des années. Et c'est de là qu'est né l'Al-Qaïda et plus tard l'État islamique, que depuis l'Irak a envahi la Syrie avec des conséquences absolument désastreuses, massacrant à des milliers de personnes. Donc ce monstre, il a été créé par l'impérialisme des États-Unis. Et la deuxième conséquence, tout aussi ironique, c'est que en détruisant l'armée de l'Irak, ils ont détruit le seul contre-pouvoir dans la balance de force contre l'Iran. Donc l'Iran, c'était l'autre force dont ils voulaient faire un changement de régime, mais la conséquence, c'était que l'Iran est sorti plus fort de ça, parce qu'ils ont commencé à
à entrer dans ce vide qu'a laissé l'intervention des États-Unis. D'abord, ils ont commencé à soutenir toutes les milices chiites dans la région dans leur lutte contre les milices sunnites et surtout aussi, ils ont commencé l'expansion de leur influence au sein de l'appareil étatique de l'Irak jusqu'au point où aujourd'hui, la situation, c'est que le gouvernement de l'Irak, sous l'influence de l'Iran, veut foutre dehors les dernières conseillers administratifs et les dernières troupes des États-Unis. Telle est l'influence de l'Iran en ce moment. Donc je pense que ça montre très clairement les limites du pouvoir de l'impérialisme des États-Unis. C'est de loin la force impérialiste, la force militaire, la force capitaliste la plus importante de la planète, mais cette force énorme est incapable de s'imposer contre un régime beaucoup plus faible dans la région. Et au lieu de ça, on a vu plus de 2 millions de personnes mortes en Irak et la destruction totale de l'équilibre de pouvoir dans la région. Donc, conséquence, au lieu d'avoir plus d'influence américaine dans la région, ils ont uniquement accéléré leur propre déclin. Et ce déclin de l'impérialisme des États-Unis s'est uniquement accentué de plus en plus après 2011 avec les révolutions arabes. Je ne peux pas rentrer dans la matière des révolutions de 2011, révolutions héroïques qui ont échoué à cause du manque de direction révolutionnaire. Mais ce qui est important pour nous ici, c'est qu'ils ont encore accéléré cette même dynamique. D'abord, l'impérialisme des États-Unis a juste dû regarder de l'extérieur comme des régimes alliés comme Moubarak en Égypte ont été renversés et ils n'ont rien pu faire contre ça. Et de l'autre côté, ils croyaient qu'en ce moment, c'était l'opportunité pour faire chuter d'autres régimes détestés depuis longtemps comme Kadhafi en Libye ou Assad en Syrie. Et pour nous, pour le Moyen-Orient, dans le sens plus étroit, c'est surtout la Syrie qui est importante ici. La Syrie aussi avait sa révolution en 2011, que pour des raisons objectives et surtout aussi subjectives, a pas mené à la victoire. Finalement, Assad a réussi à diriger le conflit, la révolution, selon les lignes sectaires, de diviser la population. Mais il faut clairement dire que sans le soutien des rebelles anti-Assad par les États-Unis et aussi les Saoudis, les Émirats arabes, la Turquie, la guerre civile et la guerre par procuration qui a ensuite été déclenchée en Syrie n'aurait jamais eu la même ni longueur ni profondeur. Il n'y avait pas d'escalation de cette manière, de cette guerre, sans le soutien des impérialistes. Où finalement, on a d'un côté ces forces que je viens de mentionner avec les États-Unis, les Saoudis, etc. Et de l'autre côté, l'Iran qui a soutenu avec Hezbollah du Liban le régime de Assad dans cette guerre par procuration. Et enfin, ensuite, il y a également l'État islamique qui est entré dans tout ce jeu. Et les États-Unis, dans ce moment, étaient complètement incapables d'intervenir dans ce conflit. Ils étaient déjà affaiblis par leur défaite en Irak et en Afghanistan. La guerre, même pour la population en Amérique, aux États-Unis, était très, très impopulaire. Donc, ils n'ont pas pu intervenir dans cette guerre. Et finalement, c'est la Russie en 2015 qui est entrée en guerre et qui a décidé la fin, le chemin de cette guerre. Finalement,
la Russie a soutenu l'Iran et Hezbollah pour sauver le régime de Assad et de marginaliser les forces soutenues par les États-Unis. Il faut vraiment voir l'importance dans tout ça. Finalement, c'est un point tournant dans les relations internationales dans son ensemble. On voit encore une fois les limites du pouvoir des États-Unis. Ils voulaient faire chuter le régime de Assad. Ils n'ont pas réussi. Et au lieu de réussir de faire chuter le régime de Assad, il y a maintenant à nouveau l'Iran qui est entré dans ce vide, qui domine maintenant une grande partie ou qui domine la Syrie en alliance avec Assad et avec Hezbollah au Liban. Et non seulement ils ont aidé à l'Iran, je vais chanter ma termine. Non seulement ils ont aidé à l'Iran d'entrer dans le vide, mais à niveau global, on voit que la Russie entre dans ce vide. Donc il y a vraiment une dimension globale de tout ça. Juste quelques mots sur l'Israël et l'Arabie Saoudite, parce que on voit que ce déclin de l'impérialisme des États-Unis a sa parallèle dans le déclin des alliés les plus importants des États-Unis dans la région. Donc, justement, l'Israël et l'Arabie Saoudite. Ce sont les deux forces perdantes les plus importantes de tout ce développement. Et ce n'est pas juste une question des dernières 12 mois de voir que Netanyahou est hyper agressif contre l'Iran. C'est déjà une question des dernières 15 ans où on voit deux régimes, l'Israël et l'Arabie Saoudite, qui sont très très agressifs contre l'Iran, et c'est assez facile de comprendre dans cette situation si on voit qu'au cœur c'est un conflit pour l'hégémonie régionale, et en fait c'est une expression du fait que dans toute cette situation, l'Israël et l'Arabie Saoudite ont perdu leur influence dans la région, et l'Iran, c'est la force qui est entrée dans tout ce vide créé par les États-Unis. Et oui, donc il y aura plein de choses pour entrer plus en détail sur ce développement depuis 2015 avec la guerre en Yémen. Mais je pense que l'important à retenir, c'est vraiment ça, que l'invasion des États-Unis a détruit l'équilibre en Moyen-Orient, et finalement c'est l'Iran qui a établi un réseau avec Hezbollah au Liban, avec les Houthis en Yémen, avec ses milices et le gouvernement en Irak, qui est en train de monter en influence dans la région. Donc, bref, on voit que le Moyen-Orient, c'est un chaos. Il semble que toutes les différentes forces sont en guerre par procuration contre les autres dans toute la région. Mais j'espère que cette vision historique, j'espère que pas trop hystérique. Cette vision historique aide à comprendre que l'impérialisme, surtout des États-Unis, c'est le principal responsable pour avoir déstabilisé la région entière, qu'ils ont soutenu des régimes réactionnaires pendant des décennies en intervenant en Irak, en Afghanistan, déstabiliser la région. Mais ça montre, on a vu également que les limites de l'influence du pouvoir de l'impérialisme des États-Unis. Et ce déclin de l'impérialisme américain n'est qu'une expression d'une tendance mondiale plus grande, où c'est clair que l'impérialisme américain est encore de loin la force économique et militaire la plus importante, la plus puissante, mais justement en déclin.
en déclin, et ce déclin est encore accéléré par leur propre stupidité et par leur propre arrogance, ce qu'on a bien vu au Moyen-Orient. Et comme ça, aujourd'hui, on a un vide qui est créé, donc il n'y a plus juste une superpuissance qui domine le monde, mais il faut bien voir que ça rend la planète Terre pas un lieu plus paisible, pas du tout, tout au contraire, ça ouvre le vide et il y a de nouvelles forces qui entrent dans la situation, la Russie, la Chine au niveau global, mais également au Moyen-Orient, l'Iran en conflit avec l'Arabie Saoudite, avec l'Israël, etc. Et toutes ces forces essayent de balancer dans cette situation, de maintenir leurs propres intérêts dans la région. Et toute cette situation ne va jamais devenir plus paisible tant que les impérialistes existent et peuvent se baser sur les régimes les plus réactionnaires dans la région. Donc, on voit toutes ces guerres et il n'y a pas de solution sur la base capitaliste, sur la base impérialiste. On voit vraiment de manière hyper claire dans cette région que la seule alternative pour l'humanité, c'est socialisme ou barbarie. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido